un peu de silence pour qu'on puisse commencer la séance du conseil municipal. Voilà, donc on va commencer par l'appel. Fatia, si tu veux faire l'appel, s'il te plaît. Marc Honoré. Présent. François Dazel. Pouvoir Marc Honoré. Annie Debré-Girard. Présent. Martin Dessaigne. Présent. Céline Chassin. Pouvoir à Catel-Landier. Daniel Giraud. Jean-François Desmarais. Pouvoir à la famille Jean-Paul. Suzanne Jaunet. Présent. Catel Landier. Présent. Jacques Tanguy. Présent. Camille Vore. Présent. Dominique Desmet. Evelyne Bodichon. Présent. Abdelyamine Deradji. Présent. Alison Zani. Pouvoir à Madame Bodichon. Garib Nagy. Pouvoir à Madame Jaunet. Sarah Sabourin. Yves Fuzet. Nicole Martin. Véronique Lebarbé. Elle doit arriver, on n'a pas de nouvelles. Jean-Paul Desmarais. Landry Nkouka Milandou. Présent. Fatia Yayaoui, présente. Olivier Le Goff. Lydie Auguin. Jean-Marc Justine. Présent. Maëva Cruz. Pas de nouvelles. Guillaume Martin. Oui, là. Valentin Guillaume. Il arrive toujours en retard avec son métier. Michel Foubert. Grégory Sanchez. Annie Nicole Mboué. Pardon? Pouvoir pour vous alors. Louis Armand Viré. Jessica Dorlancourt. Salim Lesage. Mourad Mergui. Pouvoir à Monsieur Le Sage. Merci. Merci. Donc si nous avons le quorum pour procéder à l'ouverture du conseil municipal. Donc comme d'habitude, on va examiner, ou vous avez examiné certainement les décisions que j'ai prises depuis le dernier conseil municipal. Est-ce que vous avez des questions à poser, s'il vous plaît? Oui. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Est-ce que vous pouvez nous donner des précisions sur quasiment toutes les décisions CCDM, je suppose que c'est un spectacle, non? C'est quel numéro, vous m'avez dit? Le 75-24 CCDM. Oui, c'est un spectacle, D'accord. conte d'hiver et de Noël à la bibliothèque pour les 4-12 ans. D'accord. Le Class Tour Limited, ça concerne combien d'enfants? Juste pour avoir un ordre d'idée. Le séjour? Oui. Pardon? 50. 50 enfants, merci. Signature d'un contrat avec Think Doctor pour mission d'assistance au recrutement d'un directeur des services techniques. Oui, c'est un cabinet de recrutement. D'accord, donc pour vous aider à recruter un C'est de plus en plus directeur. compliqué à trouver des techniques. D'accord. C'est pas donné. La signature d'un devis numéro 3 du 24 juin 2024, contrôle technique du 21 janvier 2020. Je sais pas si c'est... Donnez-moi le numéro. C'est la 8324. Oui, alors on a augmenté la durée de prestation du bureau de contrôle suite à l'allongement des délais de la nouvelle école. C'est-à-dire qu'on avait un cabinet de contrôle qui suivait le chantier, et dans la mesure où les délais ont été dépassés, je rappelle qu'on a dépassé de plus d'1 an, donc évidemment on a réajusté son contrat. D'accord. Étanchéité de la toiture, ça parle de lui-même. Et convention, la 87-24, signature d'une convention dans le cadre du marché de Noël 2024, c'est pour le prestataire qui va gérer le marché, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Très bien. Merci Puis beaucoup les pour les fêtes de réponses. Noël en général. Merci. Pas d'autres questions? Je crois qu'on a fait un grand tour. Sur les marchés passés, est-ce que vous avez des questions? Non? Pas de questions? Très bien. Donc, on va passer à l'ordre du jour du conseil municipal. Donc, le premier point habituel, c'est l'approbation du conseil municipal, du procès verbal du conseil municipal du 2 octobre 2024. Est-ce que vous avez des remarques, des interrogations? Non, pas de remarques, monsieur le maire. Là, donc, on peut considérer qu'il est adopté. Merci. Donc, on va commencer par un versement d'une subvention d'équipement au profit. Alors, évidemment, je vais faire de la finance ce soir un peu. Versement d'une subvention d'équipement au profit de la résidence
Autonomie Pompidou pour financer les travaux de ravalement de la façade et changement du système de sécurité. Donc, vous savez que les investissements qui sont faits sur le CCAS sont financés par la ville. Hein. Donc, on verse tous les ans une subvention d'équilibre pour leurs dépenses courantes, mais pour les investissements, on les fait en fonction des programmations. Et là, il y a les travaux qui ont été déjà effectués, qui n'avaient pas été équilibrés depuis 2 ou 3 ans. Donc, on verse une subvention de 255 313 € pour équilibrer la section investissement du budget, annexe Pompidou. Ensuite, 170 000 € pour financer le système de sécurité incendie. On avait déjà parlé de ça, puisqu'on avait retenu, les études étaient passées. Et 50 000 là pour les études du ravalement de la façade, puisqu'on en parle déjà depuis 1 an ou 2, peut-être 3, peut-être. Et donc là, on a la possibilité, enfin, on lance l'étude pour pouvoir effectuer le ravalement, si tout va bien, dans l'année 2025. Voilà, donc le SSI, c'est la sécurité, est quasiment finalisé. Les publications seront faites prochainement, et vous en serez informés. Et quant aux travaux d'isolation, on pense pouvoir les réaliser dans 2025. Voilà, donc on met à jour les travaux nécessaires au bon fonctionnement de la résidence Pompidou. Est-ce que vous avez des questions, des interrogations? Oui. Oui, une question que je n'ai pas pu malheureusement la poser au conseil d'administration du CCAS, puisque je n'étais pas présent la dernière fois. On en avait remarqué. Ravalement de façade, et on en avait parlé, couplé à comment on dit déjà? Une isolation, merci. Est-ce que c'est toujours dans les tuyaux? C'est toujours d'actualité. Vous D'accord. pensez bien qu'on ne va pas faire la façade sans effectuer l'isolation. Donc on fera une isolation par l'extérieur. D'accord. Comme ça se fait maintenant couramment, surtout les bâtiments. Voilà. Donc la première étude qui a été faite il y a 2-3 ans ne reprenait pas une isolation suffisante pour répondre aux normes qui sont exigées aujourd'hui. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a relancé une étude sur le dossier. Voilà. D'autres questions? Non? Donc on va pouvoir passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Ensuite, un deuxième point que nous retrouvons chaque année, c'est la rémunération des agents recenseurs. Vous savez que chaque année, la ville est tenue de recenser un certain nombre d'habitats. Et donc, comme chaque année, bien évidemment, on sollicite des volontaires qui veulent bien se mobiliser pour aller chez les habitants pour pouvoir recenser. Donc il y a 4 personnes qui ont été retenues. Je crois que ce sont les mêmes d'ailleurs que l'année dernière de mémoire. Jean-François était là, il vous préciserez tout ça. Et donc c'est le budget forfaitaire que nous avons, que vous présentons ici sur le recensement qui aura lieu début janvier. Donc il y a deux aspects, 5 886 € au titre de rémunération nette des agents recenseurs. Alors, il y avait une petite subtilité, c'est-à-dire qu'ils avaient le maximum si ils atteignaient 95% des familles à recenser. On a estimé que 80% c'était beaucoup, donc on a mis le 100% à peut-être 90%, hein, pour essayer aussi de les intéresser un petit peu plus au fonctionnement. Et on verse 700 € correspondant au montant de l'indemnité forfaitaire, parce qu'il y a aussi un coordonnateur communal pour suivre les dossiers et rendre compte à la préfecture. Donc on l'a majoré légèrement. On va lui verser cette année 700 €, ce qui fait 5 886 € au titre des 4 agents, plus 700 € net correspondant à l'indemnité forfaitaire du coordonnateur. Alors, donc il y a à estimer, je dirais, 772 logements, familles à rencontrer par 4 collaborateurs. Voilà, donc il touche, vous avez eu le texte, 5,50 € par fiche remplie, et il y a la formation, journée de repérage, d'unité de transport et les primes en fonction du résultat qui est obtenu. Voilà, c'est ce qu'on notifie chaque année pour pouvoir avoir des volontaires. Donc on a amélioré, mis l'accent sur le coordonnateur, parce que l'année dernière, on a eu quelques soucis un peu de réalisation de l'opération.
Ce qui est un peu pas évident d'aller chez les gens, même par téléphone, ça peut se faire, je crois. C'est ça. On peut le faire par téléphone, mais c'est plus réaliste quand on va voir les gens. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur ce point-là. Est-ce que vous avez des questions à poser? Non, c'est bon, c'est clair. Bon, c'est parfait. Est-ce qu'on va pouvoir passer au vote? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, unanimité. Point suivant, je vais passer la parole à Camille. Bonsoir à tous. L'objet de la délibération est d'effectuer une remise gracieuse sur le montant du loyer de base du café bar restaurant Le Vesuvio. En effet, on a un contrat avec Monsieur Goldstein, donc locataire gérant depuis 2010, pour exploiter le Vesuvio. Et ce contrat prévoit la révision annuelle du loyer. Néanmoins, compte tenu du fait que le propriétaire des murs n'applique pas l'indexation du loyer dû par la ville et afin d'encourager les commerces de proximité, il a été décidé lors du conseil municipal de juin dernier de faire profiter de cette non-indexation le locataire gérant. Néanmoins, nous n'avions fait porter la remise que sur l'indexation du loyer 2024, alors que la volonté était de geler le loyer au niveau 2022. Donc l'objet de cette délibération est d'accorder une remise gracieuse à hauteur des indexations de 2023 et 2024. Ce qui fait une remise gracieuse complémentaire de 255,22 € TTC par mois, permettant de geler le loyer à un montant de 4 624,47 TTC par mois. Voilà. Compte tenu des... Oui, j'en prie, M. Desmarais. C'est une délibération qui est un peu récurrente, hein, donc on voit passer de façon régulière. Oui. Est-ce qu'on a des éléments qui justifient cet allègement vis-à-vis de ce restaurateur? Il faut savoir que c'est un gérant qui gère ce Vesuvio. Je rappelle que la mairie est propriétaire du fonds de commerce et que, bien évidemment, nous avons aussi des résultats réguliers, hein, dans la mesure où il est gérant de l'activité. Bon, on ne peut pas dire que ce soit un chiffre d'affaires qui se développe. Alors voilà, on a aussi ces bases-là. Sachant aussi que, bon, là, on le gèle pour cette année à 4 626 € TTC par mois. Bon, c'est un loyer, quand on les compare au loyer qui se pratique sur HR, qui est quand même intéressant, qui n'est pas négligeable, on va dire ça comme ça. D'autant que la propriétaire qui avait aussi régulièrement indexé ses loyers par le passé, bon, je l'avais reçu au moment du renouvellement du bar en lui disant que ça serait bien que elle pouvait se passer d'indexation, parce qu'il faut mieux avoir quelqu'un qui fait fonctionner le fonds de commerce, avoir des rentrées, enfin je parlais pour elle, hein, avoir des rentrées régulières que dire on ferme l'établissement. Je crois que c'est ça donne une animation quand même dans le centre-ville. Il faut être attentif aussi à ce que les personnes puissent, je dirais, s'en sortir, sachant quand même qu'il n'est pas tout jeune non plus, hein, voilà, qu'il a par moment, parce que bon, tout le monde connaît Michel, hein, l'intention d'arrêter, hein, d'un seul coup il arrête. Bon, s'il arrête, il faut savoir qu'un gérant qui arrête aujourd'hui, le personnel, la liquidation du fonds de commerce revient à la mairie. C'est-à-dire que le licenciement, les indemnités et tout sont à payer par la mairie, avec toutes les procédures à engager, éventuellement prud'homme et tout ce qu'on peut imaginer. Donc aujourd'hui, il faut peut-être mieux avoir quelqu'un où on gèle aujourd'hui temporairement. Ça ne veut pas dire qu'on le gèlera tout le temps, mais temporairement, depuis 2 ans maintenant, le loyer, qu'on ait, je dirais, des rentrées régulières et que, sachant qu'on a peu d'augmentation et d'indexation de l'autre côté, je dirais la différence ça augmente tous les ans. Donc autant aussi en faire profiter le gérant qui essaye de faire vivre son commerce avec ses avantages et ses inconvénients de Michel, mais on le connaît tous par cœur. Donc, voilà, c'est en résumé, c'était ça. C'est aussi, je préfère qu'on touche, qu'il nous donne 4 600 tous les mois que de fermer la boutique, quoi. Voilà. Mais c'est sûr que des fois, on parle de préemption de fonds de commerce quand on a besoin. Une expérience nous suffit. Ça veut dire qu'on ne va pas préempter ton fonds de commerce et on pourrait éventuellement le faire. Tu me le dis. Voilà. Donc, après, on gère tout derrière.
avec le propriétaire, l'entretien aussi, ce qui peut des fois amener quelques surprises. On a tout ça à prendre en compte. Voilà. Est-ce que vous avez des questions complémentaires par rapport à ce que j'ai dit? Oui. J'avais juste une simple question parce que effectivement, M. Goldstein est proche de la retraite. Et à savoir, est-ce que vous préparez la transition? Parce qu'on a parlé de liquidation du fonds de commerce, mais est-ce qu'il ne serait pas peut-être envisageable de le revendre à un racheteur? Ah, il faut trouver un gérant qui veuille bien reprendre le fonds de commerce, qui veuille bien reprendre le personnel, qui veuille bien s'installer à Cher avec un loyer d'environ 5 000 € par mois. Oui, voilà, après c'est aussi, on parle en termes d'attractivité, c'est une affaire privée, tripartite entre vous, le propriétaire des murs et l'exploitant aujourd'hui. Mais est-ce qu'on prépare justement cette transition? Est-ce que la question est régulièrement posée? Parce qu'effectivement, c'est une récurrence. Et on aimerait effectivement que ce fonds de commerce puisse continuer d'exister. Nous aussi. Mais il nous avait présenté un repreneur et bon, j'ai rencontré au moins 3 fois le repreneur. Bon, a priori, ça se fait plus. Donc voilà, il a peut-être d'autres repreneurs. Lui, il connaît bien le métier. Il connaît ceux qui sont susceptibles de reprendre un fonds de commerce de cette nature. Voilà. Après, on n'a pas, je dirais, toutes les clés pour trouver quelqu'un qui puisse reprendre un fonds de commerce de cette nature, sachant que pour reconnaître que c'est une prestation qui est bien à cher, hein, c'est-à-dire qu'il y a quand même pizzeria, mais avec des plats du jour et avec tout ça, où les clients sont quand même relativement satisfaits. Donc il y a tout ça à prendre en compte. Hein. Voilà, mais c'est sûr qu'on tend un peu le dos tous les jours, savoir si... Donc oui, a priori, il a l'air reparti pour quelque temps. Donc, c'est un peu cyclique aussi. C'est en fonction de sa fatigue. Hein. Donc, tout simplement, il a plus 20 ans. Voilà. Merci. D'autres choses? Donc, on va pouvoir passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Madame Jaunet. Point suivant. Adhésion au groupement de commande. Oui, merci Monsieur le maire. Bonsoir mes chers collègues, mesdames et messieurs. Oui, alors, la communauté urbaine, qui vous le savez, a maintenant une belle vitesse de croisière. On l'a souvent appelé le grand machin inutile et maintenant c'est devenu au contraire un bel outil de travail et un bel outil au service des communes. Et justement, on va offrir, j'allais dire, moult services aux communes, des services qui sont gratuits, qui existent déjà, des services qui sont avec une participation financière, comme le droit des sols, par exemple, pour certaines communes. Et dans ce guide pratique, il y a aussi la possibilité d'adhérer à un groupement de commandes. Vous savez que les groupements de commandes, hein, c'est utile parce que ça permet de faire des économies d'échelle. Donc, c'est un groupement de commandes qui sera mis à la disposition des communes, sans obligation pour les communes et sans frais pour les communes. Voilà. Il suffira que Monsieur le maire adresse un courrier à Madame la Présidente et parallèlement à ça au coordonnateur de la procédure concernée, donc ce fameux marché, pour pouvoir participer à un groupement de commandes à un moment donné sur un sujet particulier. Voilà. Que vous dire de plus? Sinon qu'il va falloir que Monsieur le maire approuve cette convention pour qu'il puisse à un moment donné utiliser ce groupement de commandes. Voilà. Donc ça débute. Donc aujourd'hui, il y a des marchés qui vont être lancés dans le cadre justement de ce groupement de commandes. Il y a 2 marchés qui vont être lancés dans le cadre de ce groupement de commandes. Il y a d'une part un marché de formation qui va porter sur la prévention, la sécurité, habilitation électrique, SST, CACES, etc. Donc ça, c'est un premier palier de formation. Et une deuxième formation sur la bureautique. Donc effectivement, le marché va... Donc il faut que les communes qui sont intéressées par un de ces 2 marchés ou les 2 marchés se font connaître avant, je crois, la fin du mois de décembre à la communauté urbaine et qui va, à partir de janvier, lancer un appel en fonction des demandes, effectivement, des villes qui vont se manifester, qui va lancer un marché pour répondre aux demandes des villes sur l'ensemble de la communauté urbaine. Et là aussi, si nous, on a demandé de la formation, je dis habilitation électrique, ben on sera tenu de passer par ce groupement de commandes, puisqu'on aura répondu à ce groupement de commandes. Voilà. Donc, là aussi, on a d'autres groupements de commandes, et d'ailleurs, on en passera un tout à l'heure dans un autre domaine,
on a d'autres groupements de commandes qui sont en cours dans différents marchés. C'est à nous aussi, au moment quand on a des besoins, de regarder les différents marchés que nous avons à disposition pour, bien évidemment, l'objectif, c'est de grouper les commandes et d'avoir des prix compétitifs ou des prestations plus intéressantes que ce que nous avons aujourd'hui. Et donc là également, les communes pourront être, je dirais, maîtres d'œuvre de ces marchés et piloter, comme on le fait à titre individuel. On pourra éventuellement, puisque tout le monde participe, hein, c'est un pot commun, et les villes qui seront structurées pour ça pourront éventuellement participer à un lancement d'un marché de commandes sur différents thèmes, n'importe quoi, achat de véhicules par exemple. Ça peut être piloté par une ville qui va suivre ce marché, et là effectivement les communes répondront via la communauté urbaine à la commune en fonction des besoins qu'ils auront sur ce marché-là. Voilà, donc c'est aussi, et là de plus, et on le verra je pense au prochain conseil, je ne suis pas sûr, il y a aussi un catalogue de prestations. Là c'est des marchés, des prestations qui sont offertes pour certaines gratuitement aux villes et notamment aux petites communes qui n'ont pas forcément la structure pour pouvoir, je dirais, répondre aux conditions, aux technicités qu'il faut avoir. Je rappelle quand même que les petites communes de 500 ou 1000 habitants, ils ont les mêmes contraintes qu'une ville de 20 000 habitants. Donc, pour aussi nous, 20 000 habitants, on a, je dirais, des structures juridiques, RH, des GS, développement économique ou population. C'est pas le cas des petites communes quand vous avez, je dirais, une personne qui est là à mi-temps pratiquement sur la semaine. Voilà, et donc la communauté urbaine est là aussi faite pour apporter cette technicité aux petites communes qui n'ont pas les structures adaptées aux conditions de travail, de répondre aux conditions exigées par l'État sur le fonctionnement des communes. Voilà, en gros, c'est ça. Oui, j'en prie, madame. Oui, tout à l'heure, on a parlé d'un recrutement dans tous les services. Et d'ailleurs, vous aurez un jour le petit guide pratique dans tous les services qui vont être mis en place par la communauté urbaine ou qui sont déjà mis en place, je l'ai dit tout à l'heure. On a aussi la CVTech, c'est-à-dire que avoir un pot commun avec tous les CV qui arrivent dans nos communes. Et puis, quelquefois, il y en a 3, on fait une sélection, on en garde un, il y en a 2, voilà. Eh bien, l'avantage, ce sera effectivement de pouvoir regrouper tous ces CV pour rendre service éventuellement à des communes qui sont en attente ou en demande. Ça évitera de dépenser beaucoup d'argent avec des experts en recrutement. Peut-être. Mais sincèrement, ce guide pratique et catalogue, bon, pour l'instant, ce n'est que le projet, hein, oui. Mais quand on le mettra à la disposition de toutes les communes, il y a effectivement énormément de services. Et je l'ai dit, la communauté urbaine est vraiment aujourd'hui pas encore dans sa pleine puissance, parce que je pense qu'on peut aller plus loin, mais en tout cas à une belle vitesse de croisière, et elle met énormément de services elle a énormément de services auprès des communes, et globalement, les maires sont plutôt satisfaits. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser? Non, c'est bon. On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, le point suivant, Madame Jaunet, toujours, hein, approbation et signature de la convention de coopération de viabilité hivernale. Je crois que vous avez tout dit en donnant le titre, monsieur le maire. Et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Alors, la viabilité hivernale sur le domaine public de la communauté urbaine et bien sûr de la compétence de la communauté urbaine, hein, comme chacun sait, mais au moment des événements neigeux ou de verglas qu'il peut y avoir l'hiver, c'est normal que les services des communes, et même pas que des services des communes, mais monsieur le maire a beaucoup parlé des petites communes, il y a aussi souvent nos amis agriculteurs qui viennent rendre service pour déneiger parce qu'ils ont le matériel adéquat. Mais en tout cas, si les services des communes sont sollicités au moment de ces problématiques météo, la communauté urbaine rembourse les frais qui sont engagés par les communes. Voilà, je crois que la convention, c'est surtout ça qui est important, c'est qu'il n'y a rien qui reste à charge des communes, tout est pris en charge par la communauté urbaine, mais ça permet, c'est encore une fois de la mutualisation. Si on mutualise les services communaux et intercommunaux,
Ça permet d'aller plus vite souvent, et puis en tout cas de rendre un meilleur service aux habitants, puisque le but définitif, c'est quand même ça. Sur intervenir sur les 73 communes en même temps dans la même heure ou autre, c'est un peu compliqué, même pour la communauté urbaine qui regroupe pas mal de collaborateurs. Donc les communes participent, les agriculteurs participent aussi, et les frais engagés, et c'est l'objet de la convention, est remboursé par la communauté urbaine. Voilà, simplement. Vous avez des questions? Oui. Une petite question par rapport au débat qu'on avait pu avoir à la CU la dernière fois. Si j'avais bien compris, c'était que certaines tailles de je ne sais plus comment on appelle ça, de sacs de sel qui étaient remboursés. Je pense que la commune d'Achères a les moyens de prendre des gros sacs et que ça devrait passer. Mais Alors, ça a été réglé, tout sera remboursé. Tout est Que ce soit des gratuitement, petits oui. sacs, des gros sacs, des bacs de 500 kilos et autres, tout sera remboursé aux communes. merci à la CU. Et vous êtes prêts pour demain, du coup? Ah ben, j'espère que les services sont prêts pour demain. Les moi. CTC sont dans les starting blocks. Voilà. Eh ben, bon courage à eux. N'oubliez pas qu'après-demain, les températures remontent. Il n'y a vraiment que demain. Alors, Dimanche, il fait 14. donc, Demain, il fait 12. on va pouvoir rester au chaud demain, puisque après-demain, ça remonte. Donc, voilà. Très bien. Donc, le point suivant, bah, c'est pour Dominique. On vote pas, monsieur le maire? Ah, pardon, excusez-moi. Oui, je voulais aller encore plus vite, mais... Donc, il n'y a plus de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Dominique, pour toi. Monsieur le maire est décidément pressé, donc je vais essayer d'aller vite sur, Ah, je suis pas sur pressé, cette mais bon. délibération. Je Bon, crois les- que tout le monde comprend rapidement. Il n'y a pas besoin de s'étendre trop longtemps. Vous l'aviez dit tout à l'heure, on a une certaine logique de passer sur des centrales d'achat. Là, en fait, la délibération passe sur l'adhésion à la centrale d'achat Focus Numérique du syndicat Val d'Oise Numérique. Ce que l'on peut dire, c'est que Val d'Oise Numérique a développé une certaine logique de mutualisation dans l'ingénierie de systèmes informatiques, et ça lui a permis également de créer assez vite une centrale d'achat Focus Numérique à laquelle donc nous souhaitons adhérer. Pourquoi nous souhaitons adhérer à une nouvelle centrale d'achat, puisque nous adhérons déjà à une autre centrale d'achat? Simplement parce qu'aujourd'hui, on doit faire face à un certain nombre de challenges à la fois techniques et financiers. On doit trouver les meilleures solutions au meilleur prix. Ça touche aussi bien des infrastructures informatiques, ça touche également au câblage, ça touche à la fibre, ça touche à ce genre de choses. Et aujourd'hui, donc, ma foi, on a pléthore d'offres sur le marché. Faire des cahiers des charges, lancer des marchés, c'est quelque chose d'assez compliqué. Si jamais on dispose à la fois de la technicité de ces groupements d'achat, mais également de prix qui ont déjà été négociés, ça nous permet d'aller plus vite, d'aller à l'essentiel. Et aujourd'hui, je dirais, on est lancé sur une logique de transformation de l'informatique de la collectivité, et on a besoin de ces services. Donc, ce que je peux rajouter également, c'est que l'impact finalement est assez neutre pour l'instant, puisqu'en fait, il n'y a pas de ticket d'entrée, il n'y a pas aujourd'hui de coûts de frais initiaux. Simplement, donc, lorsqu'on passera commande, on acquittera au titre de frais de gestion 7% du montant de ce qu'on aura commandé l'année précédente, en plus bien évidemment des coûts des matériels et des services que l'on pourrait commander. Voilà, donc je vous demande simplement d'autoriser en fait monsieur le maire à signer la convention que vous avez pu lire en pièce jointe. Merci Dominique. Est-ce que vous avez des questions? C'était typiquement, Dominique l'a dit, on a aussi déjà une convention signée avec un autre prestataire et qui aujourd'hui semble, je dirais, en décalage par rapport au prix notamment des prestations que ceux-là peuvent offrir. Oui, il y a les prix et surtout, vous avez pu voir dans la présentation, il y a des sujets un petit peu nouveaux. Bon, l'éducatif, je dirais, c'est quelque chose que l'on couvre assez bien, mais tout ce qui va être télémédecine, sécurité, etc., c'est des sujets pour lesquels on débute un petit peu. C'est pas toujours évident de trouver la meilleure offre avec le meilleur prestataire. Merci Dominique. Si vous n'avez pas de questions, sans vous presser, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc le point suivant,
Moi, je vais le faire. Bon, là, c'est pas compliqué. Des servitudes. C'est vrai que quand on passe un tuyau dans la plaine ou sous une société, sous un terrain privé, il y a effectivement des servitudes qui sont liées à cette canalisation qui passe. Il ne faut pas planter d'arbres, il ne faut pas planter je dirais de barrières. Enfin, il faut que ça puisse être accessible en cas de problème dans tous les temps. Donc, pour ceux qui ont un peu d'ancienneté HR, il y a un poste de relevage qui est rue de Seine, hein, en face, quand on tourne à gauche pour aller chez Leclerc. Là, c'est un poste de relevage qui envoie tous les eaux usées sur presque une dizaine de kilomètres au SIAP. Hein, donc, c'est eux qui traitent. Donc, jusque dans les années 2015 à peu près, il y avait une canalisation de 300, de diamètre 300, mais qui était devenue insuffisante pour pouvoir récupérer les eaux usées de la ville d'Achères. Donc, il a été porté, ils ont changé la canalisation pour en mettre une de 400. Donc, bien évidemment, les servitudes qui étaient constituées sur la première canalisation, qui n'a plus d'utilité, même si elle est encore en terre, n'a plus d'utilité, n'aura plus d'objet de réparation. On annule les servitudes constituées sur cette conduite de 300. Voilà. Et il y avait un bout sur une de 800, mais qui était relativement limité au niveau de la distance. Voilà, c'est simplement que les terrains soient libérés de ces servitudes pour ceux qui ont ces canalisations en dessous. Voilà, c'est tout ce que ça veut dire. Des questions? Oui, alors ils sont là. Donc, oui. Et donc ça passe également. Pourquoi 400 aussi? Parce que ça dessert la nouvelle ZAC, hein, la ZAC de la Petite Arche, et il y a une station aussi de refoulement qui est sur le bord du CD30 à hauteur de la ferme, hein, si vous voyez quand vous allez à Conflans à droite. C'est un nouveau poste de refoulement qui a été fait essentiellement pour la ZAC. Là aussi, pour l'instant, il y a aussi des études qui sont menées pour raccorder le futur port. Le futur port d'Achères, à terme, viendra se brancher sur cette canalisation-là. Aujourd'hui, il y a des débats avec le SIAP pour savoir où est s'il faut en faire une autre à côté ou pas. Bah, ça, c'est pas des problèmes techniques, c'est pas nos problèmes. Mais également, le port de Paris sera branché sur ces canalisations ou sur une nouvelle. Pour l'instant, ce n'est pas décidé. Et il y aura certainement aussi un branchement à faire sur les nouveaux investissements qui sont faits sur Bonassa-Plat. Hein, puisque là, il y aura aussi 1000 emplois qui vont être réalisés. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? C'est clair? On va pouvoir passer au vote avant que j'oublie. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, unanimité. Donc, on arrive à la fin du conseil, mais je voudrais que Camille fasse une petite communication, enfin une communication sur les bus. Merci, monsieur le maire. Effectivement, comme vous le savez tous, malheureusement, nous arrivons à quasiment 15 jours de grève sur le réseau de bus qui dessert, entre autres, Achères. Donc, effectivement, on est sur un conflit social qui oppose les anciens agents donc, du coup, de la Stivo sur le dépôt de Saint-Ouen et de Transdev à Conflans. Nous avons des points réguliers avec Île-de-France Mobilité, le délégataire, donc Francilité Seine-et-Oise, la CACP, donc la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, la communauté urbaine et évidemment les villes impactées. Nous avons eu un point lundi et j'ai pu faire un point avec Île-de-France Mobilité cet après-midi. Aujourd'hui, les syndicats ont refusé de lever le barrage sur le dépôt de Conflans, puisque selon leur porte-parole, la sécurité des éventuels agents qui seraient prêts à reprendre le service n'est pas assurée. Donc un plan de reprise, donc c'est-à-dire listant les aménagements faits par le délégataire, donc Francilité Seine-et-Oise, a été demandé par le médiateur qui a été nommé par Île-de-France Mobilité pour les négociations entre les deux parties. Le principe de plan de reprise a été accepté par les deux parties, il est en cours de rédaction. Donc il faudra forcément après discuter de ces termes, mais principalement ce sera la mise en place de médiateurs dans les bus et de sécurité supplémentaires pour les agents qui acceptent
de reprendre, puisque pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui on est à un petit peu moins de 60% de grévistes sur le dépôt de Conflans, qui est beaucoup plus impacté que le dépôt de Saint-Ouen avec un peu moins de 40%. Les négociations reprendront, on l'espère, à la suite de l'accord autour de ce plan de reprise, avec 2 sujets qui sont en cours. Les négociations autour de l'accord de substitution, donc c'est les accords sociaux pour les conditions salariales, de rémunération, les conditions sociales sur lesquelles tous les salariés de la nouvelle entreprise Francilité Seine-et-Oise seront basés, et quelque chose de plus court terme, on va dire, un rééquilibrage des feuilles de service qui sont aujourd'hui déséquilibrées, ce qui entraîne une dégradation des conditions de travail des agents. Donc c'est un sujet qui est reconnu par Francilité Seine-et-Oise et qui va faire aussi l'objet de travail en commun avec les représentants syndicaux et les représentants du délégataire. Donc je parle plus court-termiste, puisqu'aujourd'hui l'accord de substitution doit être voté et mis en place pour janvier 2026. Donc, ce qui laisse encore quelques mois de négociation. Mais nous avons encore un point demain soir, en espérant avoir des nouvelles positives de la part du médiateur qui est nommé pour la reprise des négociations, et espérer une reprise, si ce n'est totale, au moins partielle, semaine prochaine. Oui, vous voulez. Oui, nous sommes allés, Monsieur Viret et moi-même, rendre visite justement aux salariés qui sont en grève. Nous y sommes allés jeudi dernier, je crois, ou mercredi, enfin la semaine dernière. Et en définitive, ce sont surtout leurs conditions de travail qui sont mises en cause, parce que d'après ce qu'ils nous ont dit, mais ils ont des conditions de travail dignes du 19e siècle, où ils n'ont pas le temps d'aller aux toilettes, pas le temps de prendre leur pause, pas le temps de prendre leur repas correctement. Ils circulent avec des bus qui sont pas forcément bien entretenus, pas forcément non plus réparés en temps et en heure, avec des points qui sont importants, comme des écrous qui sont mal serrés sur les pneus, l'alarme incendie qui se déclenche régulièrement, etc. Et malheureusement, leur mouvement, c'est bien sûr pour eux, pour leurs conditions de travail, mais c'est aussi pour les usagers. C'est-à-dire que pour eux, il y a quand même danger au niveau des personnes qu'ils transportent. Et donc, évidemment, c'est pour un chauffeur de bus, c'est quand même quelque chose de très important. C'est-à-dire que quand il a 40 ou 30 ou 50 personnes dans son bus et qu'il se demande s'il va pouvoir aller jusqu'au bout de sa ligne sans avoir de problème, c'est quand même quelque chose d'important. Et donc je pense que je ne sais pas, on n'est pas retourné depuis, donc je ne sais pas, mais il devait être reçu, le jour où on y est allé, il devait être reçu l'après-midi par la direction, ce qui n'a pas été fait, et ça a été reporté. Donc je pense que Camille, tu as des nouvelles peut-être plus fraîches que moi, que nous les avons nous, mais c'est vrai qu'il faut prendre en considération. Alors, c'est vrai que pour les usagers, c'est peut-être quelque chose de stressant, d'embêtant, parce que on va à la gare à pied, etc. Et les conditions climatiques sont pas très bien en ce moment. Mais c'est vrai aussi qu'il faut penser à ces personnes qui travaillent dans le stress continuel et qui pensent d'abord à leurs usagers. Et je pense que ça, c'est important. Juste pour compléter, effectivement, on est sur la dernière DSP qui a été attribuée dans le cadre des mises en concurrence de réseaux de bus. Et le sujet pointé sur l'entretien du matériel roulant, c'est pas un sujet nouveau, c'est un sujet qui malheureusement date, puisque lors de la passation de quasiment la totalité des DSP qui ont été attribués depuis maintenant 2-3 ans, en fait, il faut savoir qu'avant, le matériel roulant était propriété du délégataire.
donc Transdev, Keolis, enfin bref, RATP, enfin ce que vous voulez. Aujourd'hui, ça a mis 2 sujets sur le devant de la scène. C'est qu'on avait des délégataires qui étaient plutôt très en pointe sur l'entretien et sur la mise à jour de leur matériel roulant, avec notamment des bus qui tournent au biogaz et des bus plutôt très bien entretenus, ce qui devrait être effectivement la norme, et des délégataires qui étaient un peu plus à la traîne. Et notamment, comme il y a eu un certain laps de temps entre l'attribution des nouvelles délégations et leur attribution effective, certains délégataires, et malheureusement Transdev en a notamment fait partie, ont très largement abandonné l'entretien de leur matériel roulant, ce qui a notamment contribué aux problématiques lourdes qu'on a eues sur la mise en route de ce contrat, puisqu'il faut savoir que quand Francilité Seine-et-Oise a pris le contrat dont les lignes d'HR font partie, il y avait 30% de la flotte de bus qui était HS. Et ce qui a notamment entraîné des grosses difficultés, puisque forcément, quand il y a besoin de 10 bus pour faire tourner une ligne et qu'on en a que 8, ça bloque. Donc il y a eu beaucoup de travail qui a été fait pour retransférer des bus de d'autres dépôts. Et là, on peut remercier d'avoir les reins La Croix-Savac derrière, puisqu'ils ont été en capacité de sortir des bus d'autres dépôts, même en dehors de la DSP, pour pouvoir alimenter. C'est un travail qui est long, qui est en cours. Et c'est notamment pour cela que Île-de-France Mobilité, dans le cadre de ces nouveaux contrats, a décidé de racheter l'ensemble des dépôts et l'ensemble des bus pour éviter, on va dire, cette problématique, puisqu'il faut se rendre compte que les DSP, elles sont sur 7 ans maintenant. Donc potentiellement, on peut prendre ce risque pour que dans maintenant 6 ans et quelques, si ce n'est pas le délégataire actuel qui garde cette DSP, d'avoir le même problème si on ne contourne pas ce sujet. Donc le travail, il est long, il est en cours, il s'améliore de plus en plus quand même, puisque la Francilité, ils sont bien conscients, ils ont dû se tourner les pouces là-dessus pour trouver des solutions. Et sur les conditions de travail, ils ont effectivement reconnu que les feuilles de service étaient déséquilibrées, sans défendre et sans prendre parti, puisque c'est pas un sujet sur lequel on est partie prenante. Il faut savoir aussi que le travail de ces feuilles de service, il a été fait à zéro. Quand Francilité a repris, ils ont aussi souffert quand même d'un manque d'informations et de transfert d'informations des anciens délégataires, ce qui ont fait qu'effectivement les feuilles de service qui ont été travaillées à zéro ne sont aujourd'hui pas équilibrées. Ils l'ont reconnu, et c'est un travail qui du coup est en cours pour rééquilibrer au mieux ces feuilles de service, et c'est dans ce cadre-là que les fameux temps de battement qui sont aujourd'hui trop raccourcis pour permettre des pauses correctes aux chauffeurs pourront être revus, et ainsi réduire cette facette qui est effectivement compliquée et qui donnait des cadences qui étaient difficilement effectivement tenables. Voilà. Oui, donc vous avez bien compris qu'on n'était pas heureusement en prise directe sur ces problématiques, ces négociations. Bien évidemment, on participe aux réunions qui sont organisées chaque semaine ou 2 fois par semaine avec la GPSO, avec Cergy, Conflans aussi, je crois, enfin toutes les villes intéressées par cette problématique-là. Île-de-France Mobilité, le délégataire, les CA. Moi, je suis intervenu le week-end dernier à Île-de-France, à la région, pour exprimer mon mécontentement et faire état, mais bon, ils savaient déjà. Et en retour, et on m'avait confirmé le soir même, c'est dimanche soir, je crois qu'il nommait, ce qui a été fait d'ailleurs, un médiateur pour commencer pour les négociations. Donc là, après, bon, j'ai aussi alerté le sous-préfet, mais bon, comme il a dit, moi, c'est aussi des entreprises privées, c'est des négociations interprivées. Donc aujourd'hui, Île-de-France Mobilité est partie prenante dans ces négociations. Pourquoi? Parce que, comme l'a dit Camille, ils sont propriétaires du matériel. Donc c'est effectivement une question aussi de révision, de mise aux normes du matériel. Et là, c'est pas le délégataire qui a objectif de remettre ça à niveau, c'est bien Île-de-France Mobilité. Donc c'est pour ça aussi que c'est un des aspects, en dehors des feuilles de route des chauffeurs qu'il a et
je dirais, du délégataire, il y a effectivement le matériel qui est responsabilisé là, de l'Île-de-France Mobilité. Voilà. Et sachez que, bien évidemment, on suit et on a un courrier qui est en préparation encore pour confirmer ça à la région sur nos interrogations. Oui, enfin, c'est quand même, pardon, c'est quand même un peu malheureux de se retrouver dans une situation comme ça. C'est pas la première fois qu'on fait une délégation. Et à chaque fois, ça se passe mal. Et on est obligé de reprendre le matériel pour qu'il soit correctement entretenu. C'est quoi le bénéfice d'envoyer au privé, en fait? Alors, c'était déjà envoyé au privé. Hein. Non, non, Transdev était une société privée. Mais pas Stivo. Effectivement, il y a eu c'est des réglementations sur lesquelles on n'a pas de prise. Hein, l'ouverture à la concurrence des réseaux de bus, c'est pas quelque chose qui a été décidé. C'est pas la première fois que ça arrive. En fait, dès qu'ils arrivent et qu'ils arrivent aux affaires, avant, il y avait une priorité au service vers les usagers, et maintenant, il y a une priorité à la rentabilité au détriment des services et des usagers. Et ce qu'on voit là, c'est, depuis que ces gens ont repris, le service s'est considérablement dégradé. Et là, on est obligé de réintervenir, et tant mieux, visiblement, on peut le faire. C'est qu'on n'est pas hors la loi de pouvoir racheter les dépôts. C'est Île-de-France Mobilité qui les rachète. Mais ça, c'est dans le cadre de toute l'ouverture à la concurrence des réseaux de bus, mais ça fait 10 ans que c'est en cours, oui, ce sujet. Mais c'est bien un problème. C'est bien un problème. C'est-à-dire que c'est pas là. On avait alerté sur ce risque-là dans ce qu'on a fait paraître, parce que c'était déjà arrivé dans d'autres villes précédemment. Et c'est quand même malheureux de se rendre compte qu'on soit obligé d'arriver à des situations pareilles alors qu'on les a déjà vécues. C'est quand même, c'est juste un constat. Je nie pas le travail que vous faites vis-à-vis de votre intervention sur essayer de rétablir le service ou quoi. C'est juste que ce principe de délégation se fait rarement au profit des usagers, en fait. Alors après, le principe de délégation, je suis d'accord, effectivement, feu le temps de Transdev, on pouvait effectivement constater qu'il y avait moins de problématiques, mais c'est quelque chose qui se fait. Il y a un faisceau de sujets. C'est Transdev, aujourd'hui, quand ils ont perdu leur délégation, leur situation de monopole qui existait depuis moult années sur notre réseau, n'ont pas joué ce jeu puisqu'ils ont carrément arrêté l'entretien de tous les bus qu'ils avaient en service. Et la délégation de service public, c'est pas quelque chose sur lequel la région avait une obligation. La région n'avait pas un choix. Donc, c'est la première fois que la région Île-de-France menait ce type de mise en délégation de service public à l'échelle, puisqu'on a fait toute la grande couronne et que la petite couronne va suivre incessamment sous peu. Mais effectivement, ça a suscité du coup beaucoup d'adaptations, dont le rachat des réseaux de bus, puisque aujourd'hui, des situations de monopole sur lesquelles les entreprises étaient titrées sur 10, 15, 20 ans, ils avaient le temps d'amortir un bus à 500 000 euros et des entretiens lourds ou des mises aux normes type passer tout un dépôt en bio-GNV comme ça avait pu être fait sur celui de Conflans ou sur celui de Sartrouville. Aujourd'hui, en 7 ans, ils n'ont plus la capacité de le faire. C'est pour ça que les contrats ont été revus pour que Île-de-France Mobilité ait la charge du matériel roulant et des dépôts, pour que justement les marges de manœuvre financières que les délégataires obtenaient sur toutes les DSP soient consacrées à un développement de l'offre de bus. C'est notamment ce qu'on est en train de travailler avec Francilité, et sur lequel, effectivement, le calendrier social décalera peut-être un petit peu le résultat, mais l'amélioration de la couverture de bus en augmentant les horaires des lignes de bus, la 4, la 5, la 12-21 et la 12-22 maintenant, pour augmenter le réseau et la couverture aussi de la zone de la Petite Arche par le bus. Ça a été fait quand même pour garder des marges de manœuvre financières pour pouvoir développer et pas être sclérosé par l'achat de 3 bus supplémentaires qui auraient complètement déséquilibré les budgets de fonctionnement de cette DSP. Donc ça a été fait quand même avec un souci de développement et d'adaptation, et justement sortir ces amortissements de dépôt et de matériel roulant des considérants financiers des délégataires pour ne pas scléroser ces marchés pendant ces 7 années.
Je n'ai pas bien compris. Ça veut dire qu'on utilise la force publique pour supporter les investissements et pour délester les entreprises privées pour avoir, je ne sais pas, quelle marge de manœuvre supplémentaire. Enfin, je ne comprends pas l'intérêt. Après, je nie pas les règlements, les lois, etc., etc. Je dis juste que ce principe d'envoyer au privé, on remarque que le service se dégrade et que derrière, on est obligé, et qu'ils ne sont pas en capacité de faire les investissements nécessaires au développement, à la modernisation, au respect des futures normes environnementales des bus, etc. Et que pour que ça se développe et que ça avance, ces choses-là, c'est la force publique qui récupère. Ah non, parce que vous doutez bien que les anciennes entreprises qui avaient, elles n'étaient pas philanthropes. Donc les contrats de bus qui étaient originellement avaient dans leurs contrats et dans leurs équilibres passés avec Île-de-France Mobilité les amortissements nécessaires pour payer les bus, pour payer l'entretien des. Donc ça a été sorti. C'était toujours Île-de-France Mobilité qui faisait les subventions d'équilibre et les communes, et notamment la CU qui participe aussi aux équilibres de ces réseaux de bus. Il faut penser qu'il n'y a aucune ligne de bus qui est à l'équilibre ou qui est même rentable aujourd'hui. Il y a des subventions d'équilibre depuis des années. Ben oui. Donc aujourd'hui, ça change. En fait, ce qu'on vous dit, c'est que ce que la Île-de-France Mobilité payait originellement aux délégataires pour acheter des bus et entretenir les dépôts, ils ont décidé de le reprendre en direct pour que ce soit mieux géré et plus optimisé, et notamment éviter ces phases de transition difficiles parce que l'ancien délégataire décide de ne plus entretenir. Et dans les contrats qui ont été passés avec ces entreprises, des marges de manœuvre financières ont été laissées aux délégataires pour avoir la possibilité de développer des offres supplémentaires. Parce que c'est pareil, si on ne laisse pas de marge de manœuvre à une entreprise, ils vont avoir du mal à payer les chauffeurs qui vont faire 3 tours de plus pour que les bus ne s'arrêtent plus à 21h30 mais à 22h30. C'est juste ce que je dis. On les payait avant, les bus. On ne fait pas un cadeau à la Croix-Savac, à Keolis ou à je ne sais qui. C'est qu'aujourd'hui, au lieu de payer le délégataire, Île-de-France Mobilité reprend la gestion directe des dépôts et du matériel roulant. C'est tout. Quand on néglige l'entretien, c'est bien qu'il y a une partie de l'argent qui part ailleurs. Oui, aujourd'hui, ce qui a été Transdev, effectivement, quand ils ont eu la nouvelle qu'ils n'avaient plus le paquet de lignes de la DSP2, ont arrêté l'entretien des bus. C'est bien je suis content que vous disiez ça, puisque ça veut dire que la pérennité du service public doit bien être garantie par les services publics et non pas transférés en disant voilà, je vous donne tel montant et vous devez entretenir. C'est exactement le pourquoi du comment on a repris la gestion. Exactement. Donc je pose la question de l'intérêt de l'avoir lâché au début. C'est bien ce que j'explique depuis tout à l'heure. Là, il va falloir demander aux conseillers régionaux d'il y a 25 ans. Je ne pourrais pas vous répondre. J'ai pas dit ça. J'ai dit que sur le réseau de bus, il y a déjà des précédents. Vous ne pouvez pas me contredire là-dessus. Dans cette question. C'est important d'en débattre quand même. Je ne suis pas certain que nous soyons les interlocuteurs. Si vous ne voulez pas en débattre, vous pouvez éteindre votre micro. Non, mais j'entends la question, mais ça, c'est un sujet que, effectivement, c'est. Oui, vous intervenez pour expliquer, on a le droit d'en débattre. Oui, non, voilà. C'est juste pour expliquer. Je vous réponds, monsieur Sanchez. C'est moi qui vous ai répondu puisque vous êtes intervenu en premier, mais c'est juste pour aussi porter cette situation et expliquer un petit peu aux gens qui sont là et qui peuvent nous écouter ce qu'il y a derrière ces délégations de services publics et les conséquences que ça peut avoir. Et on voit que l'équilibre usager santé de l'entreprise est pas le même suivant que c'est une exploitation par le public ou par le privé. Oui. C'est ça que je voulais dire. Oui. Après, que vous n'ayez pas la main au niveau de la mairie sur ce sujet-là, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai bien compris ça. Non, mais j'ai bien compris. Sur la délégation, nous ne sommes pas passés, je dirais, du public au privé. On était déjà en privé. Sur le coup d'avant, mais sur le coup d'avant, non. Et Transdev, ils sont là depuis 25 ans. Et avant Transdev, c'était Veolia. On peut remonter aussi à la guerre. La CGEA, c'était dans les années 70. On peut remonter à la guerre, si vous voulez. La CGEA. Il y avait la CGEA avant. Veolia. Vous n'avez pas connu la CGEA, donc c'était privé aussi. Vous êtes trop jeune pour la CGEA, mais c'était privé aussi. Donc.
malheureusement, on n'a pas forcément à négocier quoi que ce soit, mais simplement à amener notre position aussi et de ramener dans les rues d'Acher les bus le plus rapidement possible. Bon, a priori, ça ne sera pas cette semaine, je pense pas. Ça va être un peu compliqué. On peut espérer la semaine prochaine. On peut espérer. Mais voilà. Sachez que c'est un dossier qui a été pris en main depuis à la fois la communauté urbaine, par nous, Conflans, la communauté de Cergy-Pontoise. Voilà. Il y a une question qui avait été posée, une question écrite, qui a été posée, je ne sais pas par qui. Oui, il y en a même deux, parce que vous n'avez pas répondu à celle du précédent conseil municipal, mais je laisserai M. Sanchez en parler. Pour ma part, nous allons vous poser une question concernant le camp qui s'est établi en face de la déchetterie. On avait déjà parlé de cet endroit, puisqu'en mars 2023, cette ancienne carrière était devenue un dépôt sauvage. Et pourtant, dès avril de la même année, il y avait déjà des personnes qui s'étaient installées sur les lieux, quelques tentes et une petite maison. Aujourd'hui, si on en croit la presse, 350 personnes qui vivent dans ce camp de fortune sur un terrain probablement pollué et qui se transforme en piscine naturelle lors des fortes pluies, ce qui n'a pas manqué d'arriver cette année. Parmi ces personnes, des enfants et des adultes à la santé fragile. L'hiver arrivant, les habitants vont évidemment chercher à se chauffer, ajoutant ainsi le risque d'incendie à une situation déjà précaire. Nos questions donc: qu'a-t-il prévu par la municipalité pour ne pas laisser ces personnes dans cette situation? Les enfants ont-ils été inscrits dans les écoles de la ville? Quels moyens la préfecture met à disposition de la ville pour permettre à ces personnes de vivre dans des conditions dignes, sans danger pour leur santé, et pas seulement les sommer de partir pour aller s'installer ailleurs, déplaçant juste le problème qui devra être géré par une autre commune? Doit-on attendre qu'un drame ait lieu pour réagir, ou avec le soutien de l'État, et j'insiste là-dessus, va-t-on prendre les devants et trouver une solution? Merci. Simplement, donc, faut pas toujours croire l'après jusqu'au bout. Quand il dit que la mairie d'Acher ne fait rien, je l'ai lu à plusieurs reprises, encore ce matin. Donc là aussi, on travaille sur le dossier. Effectivement, nous sommes conscients du développement de ce camp qui a été un développement rapide, puisque les premiers contacts que nous avons eus avec la préfecture datent du 3 septembre. Donc ça fait 3 mois qu'on est dessus avec la préfecture. Ce sont des dossiers qui sont très compliqués, notamment celui-ci, puisque vous avez parlé de l'autre camp qui était de l'autre côté. De l'autre côté, où là, il y avait très peu, ils étaient une trentaine après, je crois, et à peine, et pas d'enfants d'ailleurs. Et donc ça s'est soldé par leur départ, puisqu'ils ont été mis en demeure de partir, sachant quand même que quand ils partent, bon, j'allais dire entre guillemets, ce terrain est, je dirais, c'est sur la ville d'Acher, mais c'est propriété de GSM, faut le savoir. Donc pour, je dirais, nettoyer le terrain le premier coup, ça leur a coûté pratiquement 500 000 euros. OK? Donc, vous voyez, aujourd'hui, ils sont entre 500 et 1 million d'euros pour nettoyer le terrain à venir. D'accord? Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'avais encore une réunion hier matin à la préfecture sur ce sujet-là, pour effectivement, ça ne se fait pas comme ça d'un claquement de doigts. Donc, effectivement, ça nécessite beaucoup de démarches, beaucoup d'interventions, à la fois de la préfecture, à la fois des pompiers, à la fois de la police nationale, et des associations qui suivent ce type de population, et notamment Equalis qui est intervenu 2 fois sur le camp pour valider, je dirais, à la fois le nombre, la situation, les enfants, ainsi de suite. Donc ce qui nous a été retourné de cette association qui suit ce type de population, c'est qu'ils ne demandaient rien, et nous n'avons pas eu de demande, je dirais, ils voulaient rester sur le camp. Il y a un jeune qui parlait très bien français, qui avait une dette de manager tout ça, et qui ne voulait pas, je dirais, il n'y avait pas de demande d'inscription des enfants à l'école. Donc bien évidemment, il est impossible dans les mois qui viennent, ou même très rapidement, de laisser le camp, parce que si on fait rien, ou si je dirais, on n'arrête pas le développement, c'est pas 350, ça va être 500 personnes qu'on va avoir sur le secteur. Donc aujourd'hui, il est bien évident qu'on va être obligé d'arrêter ce développement du camp, comme ça a été fait, si vous prenez de temps en temps la 104 qui va à Roissy
dans la Saint-Ouen-l'Aumône, dans la zone d'activité, il y en avait plein, au moins 500 personnes qui étaient là. Si on veut pas que ça se développe et que le terrain devienne je dirais, ingérable, il faut qu'on arrête et que l'État prenne des décisions pour effectivement les faire évacuer. Ça, c'est clair. Ça, je vous le dis. Donc là, aujourd'hui, il y a encore eu... Hier, j'étais en réunion avec le préfet sur ce sujet-là. Pas un sujet facile, puisqu'on a aussi des rapports des pompiers, un rapport de la police nationale, des associations qui suivent ça. Tout le monde est d'accord un peu pour dire qu'il faut arrêter, qu'on ne peut plus continuer à développer ce camp-là. Alors vous dites, effectivement, ils vont aller ailleurs. Ils ont été, pas eux, peut-être pas eux, mais il y a eu une évacuation qui a été faite récemment dans le courant de l'été derrière le cinéma de Conflans, où c'était le même type d'habitat. Là, c'est pas des gens de voyage. On est bien d'accord, ce sont des Roms qui ont pratiquement pas de moyens de déplacement, sauf les camionnettes qui amènent des ordures toutes les nuits et qui brûlent en permanence, je dirais, des produits toxiques. Il faut savoir aussi pour décaper les fils électriques, enfin tout ce qu'on peut imaginer, et revendre tout ça. Ça, je dirais qu'aujourd'hui, ça ne peut pas être acceptable avec 350 personnes et des enfants. Donc aujourd'hui, la situation, vous l'avez dit, que fait l'État? Pensez bien que nous, la ville d'Achères, on n'est pas en capacité de faire quoi que ce soit, sauf à travailler avec la préfecture en direct ou avec les pompiers et avec ces associations-là qu'on rencontre aussi régulièrement. C'est pas parce que le maire communique pas, il ne veut pas communiquer, qu'il fait rien. Parce que c'est des sujets tellement sensibles qu'aujourd'hui, la presse s'empare de tous ces sujets-là sans avoir les tenants et les aboutissants en disant que la préfecture travaille mais que le maire ne fait rien et qu'on attend après le maire. J'étais encore en réunion avec le préfet hier matin. Donc voilà, donc il faut aussi remettre les choses à leur place. Nous continuons à travailler. Je ne sais pas comment ça va vous dire, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ce camp va être fermé. C'est clair. Parce qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, il y a de l'eau. S'il neige ou s'il pleut encore pendant 15 jours, le niveau de l'eau, et en plus, l'eau ne s'infiltre pas. Pourquoi? Parce que c'est des remblais qui ont été faits, je dirais, avec des machines il y a 30 ans, et l'eau met 15 jours à s'écouler quand il tombe 10 cm d'eau. Voilà. Donc aujourd'hui, il n'y a pas eu de demande, ils veulent rester ensemble et pas scolariser les enfants. Voilà. Donc c'est ce qui a été signalé par Equalis, et nous, à titre de mairie, on n'a pas eu de demande de scolarisation. Voilà. Excusez-moi, il n'y a pas une obligation de scolariser les enfants quand même, mais à la au niveau demande des familles. Sauf si, d'accord. Il y a pas on va pas les prendre, les tirer. Alors déjà, si vous rentrez dans le camp, je vous souhaite du courage avec ceux qui sont là. C'est une question, parce que, mais avec ceux qui sont là, l'école étant obligatoire. Autant les 15 ou 20 qui étaient de l'autre côté, moi j'ai été une fois ou deux, bon, il y avait un dialogue. Ceux-là, c'est même pas la peine de dialoguer avec eux, c'est impossible. Que ce soit la préfecture, les pompiers ou autres, pour faire le constat des pompiers, il a fallu la police nationale quand même, pour qu'ils puissent établir ça. Avec Equalis, ça n'a pas été le cas, parce que des associations qui ont l'habitude de travailler avec eux, mais sinon, si vous rentrez dans le camp toute seule, voilà. Donc on est dans cette situation-là. Alors si effectivement il y a un départ, vous le disiez tout à l'heure, ils vont se poser où, j'en sais rien. J'espère qu'ils ne vont pas se reposer sur un terrain à chair, mais ça, personne ne pourra vous le dire. Mais ils vivent que comme ça. Ils sont expulsés tous les 3-4 mois, et ils ont déjà certainement, parce qu'ils ont vu la police faire des relevés passer, les pompiers, ils ont déjà, je pense, repéré un nouvel endroit. Et ils montent des cabanes en une nuit, ils vont vous monter 25 cabanes. Voilà. Mais ils vivent que comme ça. Donc, je ne pense pas qu'ils aient non plus envie de vivre dans des cabanes et dans des terrains, sur des terrains pollués. Et encore une fois, ce n'est pas la responsabilité de la mairie, mais je pense que... Ils vivent de ça, pardon. Oui, ils vivent de ça, d'accord, mais il y a aussi une question d'insertion, qu'est-ce qu'on peut mettre... Allez leur parler d'insertion, vous allez les voir. Vous l'avez dit, il y a des associations qui les suivent, qui peuvent probablement mieux faire le boulot. Je pense que vous commencez, suite à votre engagement politique, à connaître quand même des personnes qui sont élues au Sénat, députés, etc. Et je vois qu'on n'a jamais vraiment abordé cette question pour essayer de trouver des solutions pérennes et ne pas avoir à juste déplacer le problème et se renvoyer la balle entre maires à chaque fois, et que tant pis, c'est votre problème, débrouillez-vous, nous on a géré ça. C'est comme les gens du voyage. Quand ceux qui sont chez Bonnat aujourd'hui, je dirais, ils ne vont pas y rester très longtemps encore, je pense, parce que j'ai cru comprendre. Donc ils vont quitter Bonnat, ils vont aller...
S'il part dans le 95, le préfet sera content. S'il reste sur le 78, il sera moins content. Voilà, c'est tout. Nous, on a la pratique, hein, parce qu'il faut quand même se rappeler que nous avons, mis à l'abri, entre guillemets, c'est pas nous, c'est l'État, près de 700 Tibétains sur un camp qui était constitué à Cher, hein, où ça s'est très bien passé. Mais les Tibétains, là, vous alliez les voir, ils avaient tout le sourire jusque-là et ça posait aucun problème. Ceux-là, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Et on avait déjà évacué sous la neige 300 Tibétains qui étaient pratiquement au même endroit qu'ils sont aujourd'hui sur ce camp-là. Ça, on a l'habitude, je dirais, des camps constitués, des évacués. Enfin, l'habitude, on s'y habitue pas, mais là aussi, il y avait, quand on les évacués dans la neige, il y avait 5 cm de neige et là, il n'y avait pas d'enfants, il n'y avait que des jeunes adultes, hein, qui étaient là. Et c'était à la même période qu'aujourd'hui, je crois que c'était au moment de Noël. Hein. Voilà. Donc, moi, c'est tout ce que je peux vous dire sur ça, sachant que là aussi, la mairie, contrairement à ce qui est dit, travaille sur les dossiers, parce qu'on n'a pas l'habitude de laisser 350 personnes sans travailler sur les dossiers, à la fois par humanité, mais aussi, vous vous doutez bien qu'on a aussi des mails et des communications téléphoniques d'Acherois ou de gens qui vont à la déchetterie ou autre, hein, qui s'étonnent justement du développement de ce camp. Voilà, mais si on fait rien, ils vont occuper tout le terrain. Or, ce terrain est destiné à faire une activité professionnelle. Et je vous dis, aujourd'hui, ils évaluent, GSM, ils évaluent à 20 000 euros par jour supplémentaire par jour passé en plus. Donc aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a une journée qui passe, c'est 20 000 euros de frais supplémentaires pour eux. Voilà, donc, Je ne voulais pas parler des gens du voyage, mais comme vous avez évoqué ce sujet, on revient sur la même problématique, puisqu'on sait, les rapports le disent, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez d'aires de stationnement pour les gens du voyage. C'est exactement la même chose. Pour ce cas-là, en fait, il faut qu'on trouve des solutions pérennes pour donner un habitat digne et essayer de faire une insertion de ces populations. Alors, les gens du voyage et les aires de grand passage, là aussi on a pratiqué, parce que quand il y avait 350 caravanes sur la Lière Saint-Jean, 2 années de suite, on connaît aussi les gens du voyage. J'ai les numéros de téléphone des responsables, hein, sur certains groupes, dans mon portable. Et là aussi, quand vous allez, le préfet emmène le chef du camp à Carrière-sous-Poissy sur un terrain qui était à l'époque fait pour recevoir des gens du voyage. La personne n'est même pas descendue de la voiture du préfet. Elle dit « Oh, il y en a là-bas. Oh, ceux-là, c'est des voyous, on ne va pas se mettre à côté. » Sans savoir qui c'était. Ça ne change rien au fait qu'il n'y a pas assez d'emplacements en France, monsieur le maire. Ça ne change rien, parce que même des grands emplacements, ils ne les utilisent pas. Non, ils ne les partagent pas. Oui, ils les voilà, partagent c'est tout à pas. fait la même chose. Oui, ils ne les partagent pas. Oui. Exact, c'est le mot qu'il fallait dire. Voilà. Donc, Bon, ça peut se comprendre. Hein. Voilà. Donc c'est un problématique. Et quand vous allez vous passer dans le 95 toutes les zones d'activité qui sont autour. Hein, on a eu Leclerc aussi. A priori, ça a l'air de se tenir. Voilà. Donc c'est toutes les problématiques que certains particuliers ont, parce qu'il n'y a pas que les communes, hein, quand ils s'installent sur des terrains privés, c'est encore plus compliqué. Ça coûte cher aussi, les procédures aux propriétaires des terrains privés. Parce que ça nous coûte cher, mais ça coûte cher à tous ceux qui hébergent. Hein. Combien 12 000 euros, hein, pour les gens, sur Leclerc. Donc quand vous mettez 12 000 euros sur la table, il faut... Et souvent, ça ne dure pas 2 jours. Hein. Voilà ce que j'avais à vous informer. Voilà, merci. Monsieur le maire, Oui. au dernier conseil, je vous avais j'avais fait une proposition sur C'est vrai. de motion sur le tram 13. Oui, alors justement, oui, effectivement, j'ai une motion sur le tram 13. La motion sur le tram 13, donc là aussi, j'ai travaillé un peu avec le train, depuis la motion qui a été déposée, notamment avec Île-de-France Mobilité, avec les cabinets qui travaillent sur le projet. Donc aujourd'hui, c'est totalement impossible de réaliser ce projet à date, comme on dit, hein, parce que maintenant on dit ça, à date, ça fait bien. À date, pourquoi parce que déjà, là on était sur l'enquête publique environnementale, mais l'enquête publique sur les travaux avait été menée il y a bien longtemps et acceptée. Aujourd'hui, si vous voulez, je serai prêt avec eux, parce qu'on a revu les sujets, pourquoi la gare principale avait été annulée, on est d'accord là-dessus. Donc c'était l'emplacement, la hauteur de voie, la distance entre ces voies-là et les pavillons qui sont là aujourd'hui, qui sont pas où là on peut pas réaliser, je dirais, ce qui était souhaitable, parce que si on avait réalisé la gare, c'était
un défrichement de forêt relativement important et des parkings en plus, tout ça. Donc c'était autre chose. Donc là, eux, si vous voulez, on passe après à l'endroit là où vous nous avez signalé, on passe en voie unique, on passe en voie unique, nous sommes d'accord, donc c'est impossible de modifier. Il faut savoir aujourd'hui que, et d'ailleurs ce dossier-là est passé au CODERS hier à la préfecture. Le CODERS, c'est le comité environnemental, où tous les dossiers importants, ou moins importants d'ailleurs, passent au comité, où vous avez, je dirais, ceux qui sont maîtres d'œuvre sur ces dossiers, également les associations environnementales qui statuent. D'ailleurs, c'est comme ça qu'ils nous ont jeté le parc, les sociétés environnementales. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne peut pas le faire, parce qu'on n'arrive pas à coordonner les subventions. Il y en a une, on l'a, l'autre, on ne l'a pas. Le lendemain, on a l'autre, on n'a pas celle-ci. Donc, c'est grâce aux associations environnementales qui nous ont retapé ça. Donc, c'est passé au CODERS hier. C'était un dossier relativement important qui a obtenu le feu vert de toutes les associations environnementales qui étaient présentes à la préfecture hier après-midi. Voilà, donc ce dossier-là, au niveau environnemental, est accepté. Au niveau des travaux, au niveau réalisation, il faut savoir que les marchés sont lancés, que la DUP a été à nouveau validée, et ces travaux qu'on peut envisager ou vous souhaitez, ou que la commission environnementale vous dit vous n'avez qu'à faire ça, il faut savoir que ça met en cause la DUP. Donc on repart pour 2 ans, si on fait une nouvelle DUP. Un nouveau tarif, une nouvelle DUP. Donc aujourd'hui, on est à la réalisation. On a une réunion, je crois, c'est la semaine prochaine, avec Île-de-France Mobilité, où ils vont commencer à implanter les bases vie sur le projet du tram 13. Donc aujourd'hui, tout est bouclé, les marchés sont lancés, les sociétés qui ont répondu ont été choisies. Donc aujourd'hui, on ne bouge plus une oreille sur le projet. Voilà, donc c'est, après, j'ai eu 3-4 réunions avec eux. Voilà, on en est. Pardon ? Les itinéraires pour les camions. Oui, donc on a aussi des itinéraires pour les camions, parce qu'il faut sortir le bois de forêt, il faut emmener des cabanes, enfin des bases vie en forêt, et ça passe pas partout dans la chair. Enfin, très très compliqué, mais tout ça est lancé. Les marchés ont été attribués, je dirais à l'euro près, enfin pas l'euro près, parce que tant que ça se termine, ça va augmenter sensiblement. Aujourd'hui, les entreprises sont choisies, les projets sont arrêtés. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, voilà, effectivement, je l'avais noté, j'ai oublié de vous en reparler. Je suis content de voir que tout est bouclé, alors qu'il y a quelques mois, rien n'était bouclé, puisqu'il y a eu encore une modification, 2 modifications très tardives pour prolonger, déconventionner l'entrée de Poissy et modifier le terminus à Achères. Ah non, mais dans le terminus à Achères, on en parle souvent, mais il y a longtemps qu'il est annulé, le terminus à Achères. Ah non, c'est passé en comité en décembre 2023. De quoi ? La décision de modifier la position du terminus à l'ouest des voies. Oui, mais pour eux... Décembre 2023, c'est pas si vieux. C'est pas si vieux. Nous, on en parle. Oui, c'est arrêté depuis, ça a été acté là, mais je peux vous démontrer les comptes rendus de réunion qu'on a avec eux, ça fait moins. C'est encore pire alors, ça veut dire qu'on a mis du temps à réagir. C'est encore pire. Voilà. Aujourd'hui, je veux dire... Je comprends pas l'histoire de la DUP ou quoi, c'est balancé comme ça, la DUP... Ça remet en cause la DUP. C'est pas évident que ça remette en cause la DUP. Si vous modifiez les... Non, on rajoute une gare. On ajoute une gare, il n'y a rien qui est modifié. Attendez, je peux prendre la parole. Oui, je vous en prie, Madame Jaunet. Merci, Monsieur le maire. Vous savez, je dis souvent que la grande ceinture, ça fait 60 ans qu'on en parle. Et à chaque fois que ça a été retardé, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a demandé à ce qu'on fasse une étude sur un petit bout, les barreaux, comme on les appelait. Parce que le maire de Noisy voulait un truc, parce que le maire de... Et à chaque fois, on a perdu 10 ans. Alors, on a le droit de vouloir perdre 10 ans sur le tram 13, qui... Non, mais oui, plus que ça. À l'époque, oui. Mais plus que ça. Et puis, je vous rappelle, parce que peut-être que vous ne suivez pas l'actualité, il y a des problèmes de financement aujourd'hui. Et que de toute façon, aujourd'hui, ni la région, ni le département ne peuvent payer le passage sous le pont. Voilà. Alors, moi je dis, tant mieux que ça arrive avant le pont, tant mieux, et qu'aujourd'hui, on sait combien va coûter le passage du tram sous le pont, on sait que ça va 22 mètres, c'est pas innocent, ça a un certain coût, et qu'à un moment donné, j'espère qu'on pourra remettre sur la table le problème, effectivement, du passage pour arriver enfin sur la petite arche. Parce que c'est ça l'objectif final, c'est qu'effectivement, à un moment donné, on passe dessous. Mais qu'on ne retarde pas l'arrivée jusqu'à la gare d'Achères telle que c'est prévu aujourd'hui. Tel que c'est prévu aujourd'hui. Mais maintenant,
On en a parlé C'est avec, pas avec Cher ma qui a collègue. demandé Laissez-moi le finir, décalage s'il par vous plaît. Poissy, hein. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Laissez-moi finir. Je ne vous interromps jamais. On en a parlé avec, avec Camille Faure, qui suit le dossier de très près. Vous avez évoqué la liaison douce. Vous avez évoqué la liaison douce. J'en ai parlé avec la présidente de la CU, pour qu'effectivement, on puisse étudier, cette liaison douce, en tout cas que la CU, qui normalement n'a pas à le financer, mais en tout cas fasse l'étude pour qu'on puisse faire la liaison douce. Ça, c'est important parce que ça, c'est tangible et c'est réalisable, je l'espère, dans des proportions financières acceptables. Mais bien sûr, et là, moi, je vous rejoins complètement et je suis sûr que l'ensemble de mes collègues sont tout à fait d'accord là-dessus. Mais ne ralentissons pas le projet, ne ralentissons pas le projet. Vous savez, Michel Péricard est mort il y a 20 ans. À l'époque, avec Jean-Paul Huchon, il y avait vraiment, main dans la main, la volonté de faire avancer ce qu'on appelait encore la grande ceinture. Tout s'est arrêté au moment du décès de Michel Péricard. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus le politique qui portait le projet et à ce moment-là, tout s'est arrêté. Parce que sinon, le tram, il ne serait jamais allé à Saint-Germain. Il ne serait jamais allé à Saint-Germain. Il serait venu directement à Achères. Et vous croyez qu'on aurait fait une gare au Chêne-Feuillu? Non, parce qu'on aurait suivi le tracé historique de la Grande Ceinture. Voilà, alors, vous savez, vous pouvez refaire l'histoire autant que vous voulez, hein, mais vous n'aurez jamais mon âge, tant mieux pour vous, vous l'atteindrez à un moment donné, et vous n'aurez jamais l'histoire de la Grande Ceinture comme moi je la connais par cœur. Si vous aurez son âge un jour. Mais, Oui, Je l'espère. je vous le souhaite, plus même. Non, mais c'est vrai, initialement, elle a raison. Et la grande ceinture, c'était la grande ceinture. Et là, on était loin Absolument, absolument. Mais je reviens pas sur la virgule et sur le détournement par Poissy. Quand on me dit que c'est moi qui vais retarder par ma proposition le projet, il a déjà pris je sais pas combien d'années à cause de la virgule et à cause du tracé par Poissy. Donc, oui, mais au final, quel est l'avantage pour les Acherois du sud d'Achères? Comment ils se retrouvent à avoir un tram qui passe juste à côté? Un tram, on parle pas d'un TGV, hein. Bah oui, mais il fait pas ce trajet-là. Il fait pas ce trajet-là, Monsieur Tanguy. Non, il fait pas ce trajet-là. Bah non. 6 minutes à aller à la gare et après on repart en arrière. Non, parce que là, je peux pas vous laisser dire ça, parce que c'est moi qui me suis bagarré quand même à l'époque, en 2018-2019, pour mettre le 4 et le 5. On parlait d'argent tout à l'heure, ça a quand même coûté un peu d'argent. Ça, c'est une première chose. On a désenclavé complètement le quartier. Bah oui, mais non, mais ça finit par me... C'est vrai, ça finit par... C'est pas possible, quoi. Et il y a autre chose. On va mettre où les véhicules? On va les garer où? Non, mais non, moi... De quel véhicule? Il y a toujours des solutions. Il faudra bien les garer. Pas besoin de véhicules, ça représente un tiers de la population d'Achères. Vous n'avez pas besoin de mettre des véhicules. Les gens viennent à vélo ou à pied. C'est se dire. Moi, j'habite à côté de la gare, je prends pas mon véhicule pour aller à la gare. Ah bah oui, vous habitez... Non, c'est pas dans les rêves, c'est Pas le ça. futur. Non, mais je crois que le réchauffement climatique, faut prendre des mesures. Et là, on se dit, on va pas faire ça, alors que ça peut réduire l'utilisation de la bagnole, parce que ça va perdre encore 2 ans. C'est comme ça qu'on arrive dans le mur à chaque fois avec toutes les décisions politiques. Voilà. C'est fatigant. Donc, On perd 2 ans. Bah ouais, mais on gagne combien de CO2? Non, mais voilà, donc j'ai donné réponse à votre question. J'avais simplement oublié la liaison douce, parce qu'effectivement, on a remis le dossier de la liaison douce à la communauté. On aura dans 20 ans, du coup. De quoi? La liaison douce, parce que ça prend du temps. Mais on aura peut-être la liaison douce dans 20 ans. Je ne sais pas, je ne serai pas là pour le voir, malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien, peut-être heureusement. Et voilà. Mais cette liaison douce, on l'a remis à l'ordre du jour de la communauté urbaine, qui ne l'avait pas oublié d'ailleurs, mais qui effectivement, ça devient un équipement important par rapport au tram 13 qui verra le jour en 2029, je suppose que 28 ça me paraît un peu court, en 2029, dont les travaux commencent début de l'année 2025 par, je dirais, la mise en place sur Achères du moins, parce que ça a déjà commencé sur Poissy, voilà, et ça commencera sur Achères dans le premier trimestre 2025 sur les travaux qu'ils ont à faire, notamment sur le pont qui va à la gare et sur le pont de confortement qui va sur Saint-Germain-en-Laye. Voilà. Merci à tous. Alors, si le prochain conseil municipal... Alors, celui-ci, c'était un petit conseil, je dirais, pour garder la main, comme on va dire, parce que le prochain, c'est le 11... attendez, je suis en train de chercher la date. 11 décembre. 11 décembre, et il y aura pas loin de 30 points à l'ordre du jour. Un dernier message, monsieur le maire, sur une note plus
positive entre guillemets. On avait Octobre Rose le mois dernier, on a Movember ce mois-ci. On a parlé de l'âge assez souvent pendant ce conseil. J'invite tous ces messieurs à prendre soin de leur santé et à faire des dépistages du cancer de la prostate notamment. Et de porter la moustache. Je suis le seul à porter la moustache apparemment ce soir puisque Monsieur Desmarais n'est pas là. Merci, bonne soirée, au mois prochain. Et tape ta paire. Et tape ta paire. C'est le slogan.